Bonjour YouTube, c'est Daimon, saison 6, épisode 8 de Better Call Saul, la reprise en cette mi-juillet. Je suis tout seul aujourd'hui, j'ai travaillé toute la nuit, ce qui fait que là, c'est le petit matin, vous allez voir le soleil se lever avec moi. Écoutez, c'est ce que je vous propose comme accompagnement pour cette review. Et on débute cet épisode par l'océan qui vomit des chaussures masculines, suivi de près par un plan sur la voiture, la Jaguar immatriculée Namasté, souvenez-vous, d'Howard. Et le point se fait progressivement de l'océan jusqu'au au tableau de bord, où l'on peut voir en gros plan le portefeuille et l'alliance, probablement d'Howard. Étant donné qu'on sait que Howard s'est fait tuer, on suppose qu'il s'agit là de son meurtre qui a été maquillé en suicide. Et à ce moment-là de la narration, étant donné que ça a repris avec Lalo qui vient de le buter, qui prend en otage et qui met en joue Kim et Jimmy, on se dit que c'est probablement Lalo qui a maquillé ça en suicide. On ne le connaissait pas, ce genre de méthode. Et ce flash forward étant terminé, retour à l'action tel qu'on nous l'a laissé il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, de cela dans l'épisode 7, avec Jimmy et Kim qui sont visiblement terrifiés. Et c'est rare de voir Kim. Autant Jimmy, c'est pas très étonnant, autant Kim, c'est assez rare. Et Lalo qui confie une mission à Jimmy, à savoir de se rendre dans une maison qui est à 10 minutes de route d'ici, de prendre un flingue, de viser et de tirer. Et ne pose pas de questions, voilà, la personne que tu dois tuer ressemble à ça. Et alors Jimmy, dans un premier temps, je me suis demandé que c'était par couardisme, mais en fait non, c'est l'inverse, va vouloir échanger sa position avec celle de Kim, en fait probablement pour que Kim ne reste pas en otage et que ce soit lui qui soit en otage, avec laisser la chance, l'opportunité à Kim de s'enfuir, quitte à menacer sa propre vie. Alors lui, il l'argumente en disant c'est parce que en plein milieu de la nuit, si par le Judas on voit une jolie femme, on a plus de chances d'ouvrir que si c'est moi qu'on me voit, moi avec ma tête apeurée en plein milieu de la nuit. Les gens vont se méfier quand même un petit peu. Lalo Salamanca qui part quelques instants après Kim et qui au préalable va laisser Jimmy attaché à la chaise, bâillonné, et histoire qu'on ne l'entende vraiment pas, il met la télé à fond. Jimmy tente un truc, mais bon, c'est souvent comme voilà, c'est souvent du Better Call Saul. Mieux vaut l'appeler, mais on sait pas ce que ça va donner. Et là, tout simplement, il se retrouve juste par terre, il a pas du tout éclaté la chaise. Ça ne marque que dans les films, d'autant qu'il était vraiment attaché. On voit le poignet, la cheville. J'imagine que c'est pareil de l'autre côté. Et situation un peu cauchemardesque où il se retrouve, même s'il aimait pas beaucoup Howard, avec le cadavre de son ancien meilleur ennemi, on peut le décrire comme ça. On voit que sa mort l'a un petit peu traumatisé. Est-ce que c'est parce qu'il a peur lui-même de mourir en ayant vu Lalo aussi déterminé, ou est-ce qu'il a juste peur de Lalo et qu'il s'en foutait de Howard? Je pense qu'il voulait continuer à l'avoir comme meilleur ennemi et qu'il aurait voulu continuer à le torturer, attenter à son honneur, diffamer sur lui. Là, il reste bloqué sur la chaise en train de se dire peut-être que Kim va mourir. Howard est en train de se vider de son sang sur mon parquet. La situation n'est pas géniale. Forcé de le constater. Tiens, petit truc en passant, sur les sous-titres, des fois il y a un bug sur Netflix avec un petit clignotement comme un traitement de texte. Je trouve ça très désagréable. Voilà, vous le voyez ici. Bref, tout ça pour dire que quelques scènes plus tard, on voit Kim qui a pris le volant de la voiture comme indiqué par Lalo et qui se retrouve au feu de signalisation arrêté, au feu rouge, à côté de la police, côte à côte avec eux. Elle ouvre sa fenêtre, elle attire un peu leur attention ce faisant, mais elle leur dit rien. On dirait qu'elle hésite à appeler au secours et qu'elle se ravise en disant que ça va probablement condamner Jimmy si elle fait ça et menacer sa propre existence à moyen terme, étant donné que Lalo, on le connaît un petit peu pour ça, le Lascar, il est un peu insaisissable, que ce soit par la pègre, on l'a vu réchapper à des trucs assez invraisemblables au début de la saison 6, ou par la justice. Bon, c'était aussi beaucoup grâce à Jimmy McGill sur le coup, alias Saul Goodman évidemment. Une fois arrivée sur place, et alors qu'elle semble résignée plus que déterminée à tirer, on voit là sur la gauche, je vais enlever ma webcam, sur la gauche une ombre se distinguer et de quelqu'un qui surgit pour l'interrompre. En réalité, il s'agit de l'équipe de Mike, puisque la personne que Lalo voulait voir tuer Jimmy ou Kim, peu importe, c'était Gus Fring. Alors avec la description, en fait, finalement, la description correspond à un autre membre de l'équipe, donc je sais pas si le plan aurait capoté juste à cause de ça, mais il y a carrément moyen. Et Gus Fring justement qui observe l'action par des caméras de surveillance pendant que Kim se fait débriefer
le plus gentiment possible que ce soit, enfin qu'il soit possible avec des membres de la pègre. Enfin l'équipe de Mike c'est quand même pas les plus mal lunés et donc voilà, elle est un petit peu prise, enfin elle a la sensation d'être prise au piège à nouveau parce qu'elle fait pas forcément très très confiance à Mike, elle le connaît beaucoup moins que Jimmy, même si vraisemblablement Mike, on l'avait vu dans un épisode précédent, la jugeait plus fiable, plus forte, plus résistante à la pression. Mais on voit que dans cet épisode, ses nerfs sont remis à rude épreuve. Et donc voilà, ici elle désigne Kim, la personne qui, selon elle, correspond, parce que c'est vrai qu'elle a jamais vu Gus, correspond à la description que Lalo a faite. Alors est-ce que le mec est là juste pour se faire buter? Est-ce que Gus il est vraiment suffisamment taré pour se dire il y a des gens qui vont donner une description un peu vague de moi, donc je vais mettre bah en fait un sosie c'est trop cher donc je vais mettre un mec qui me ressemble juste vaguement, beaucoup plus jeune en plus donc ça marche pas, il aura peut-être dû donner une indication d'âge, je ne sais pas, et bah, ce sera jamais rementionné dans l'épisode donc on ne peut faire que des conjectures en la matière. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi je dis ça aussi pour l'algo. On a du coup Lalo qui profite de la confusion pour s'infiltrer, vous savez, dans la blanchisserie qui servent de devanture. Tiens d'ailleurs le nom Lavanderia, c'est oui, c'est en espagnol aussi, bah, c'est peut-être assez commun, je ne sais plus si c'est pas dans le Texas, c'est dans l'Arkansas, c'est dans un des états comme ça. Je vais vérifier quand même. Ouais, j'ai vérifié, mais tout ça pour dire que j'aime beaucoup la composition, pas tellement la composition du plan, mais véritablement l'étalonnage, l'opposition sur la gauche du bleu avec les tons jaune-orangé qui normalement sont plus dédiés au Mexique justement. Tout ce qui se passe au sud de la frontière, normalement c'est plus ce genre d'étalonnage de colorimétrie auquel on a le droit. Vous remarquerez que d'ailleurs que dans mon éclairage, j'ai reproduit à la fois en rouge ici et en jaune là les couleurs du logo de Better Call Saul. Et oui, ce genre de petits détails. Il n'y a pas de montage, mais on pense quand même à 2-3 détails. Et donc voilà, j'aime beaucoup ce plan et je vais vérifier l'état dans lequel ça se passe. Alors j'ai vérifié, je suis un gros abruti, ça se passe tout pareil que Breaking Bad à Albuquerque, du coup, dans le Nouveau-Mexique. Donc voilà, du Nouveau-Mexique à l'ancien, il n'y a qu'un pas qui est franchi assez fréquemment dans les deux séries. Bon, malgré que Mike ait été mis au courant de la situation, qu'il ait donné des instructions, enfin plutôt, c'est plutôt des recommandations à son patron de rester caché dans la maison justement dans laquelle ils étaient, sans nous expliquer pourquoi, Gus Fring se rend avec 4 hommes à lui dans la blanchisserie justement, un pressentiment nous dira-t-il plus tard, et il se retrouve face à face avec Lalo, donc le face à face très attendu. Par contre, même s'il tournait le dos, je trouve que les 4 hommes, c'est pas censé être la première fois qu'ils tiennent un flingue et qu'ils font une OP, les mecs, hein. C'est les hommes de Mike, normalement il est choisi un minimum bien. Les 4 se font descendre, alors je veux bien que Salamanca il soit très fort, mais c'est étonnant qu'aucun n'ait eu le temps de se retourner et de tirer, et que avant que les 3 autres ne soient morts, bref. Et Lalo qui ne va pas tuer tout de suite Gus, ce qui, comme vous le savez, Gus est en scénarium, étant donné que Better Call Saul est un préquel. Bon, ça c'est un autre débat, mais ça enlève un petit peu d'intensité, de suspense, d'intensité dramatique à certaines situations. On voit que tout est assez terne, assez sombre et assez terne. Alors assez sombre parce que c'est la nuit, mais on a l'impression qu'il y a une désaturation de toutes les couleurs, contrairement au plan d'extérieur tout à l'heure où justement les tons bleutés, orangés, là les tons bleus ils sont noirs et désaturés, alors que tout à l'heure ils étaient beaucoup plus brillants, beaucoup plus saturés justement. Et voilà, je n'en tire pas de conclusion particulière, mais une petite opposition entre les plans d'intérieur et d'extérieur en la matière. Oui, alors je mentionne juste le petit sauvetage par Mike de Jimmy en passant, mais parce qu'il y a toute une scène qui est filmée du coup complètement de côté, puisque Jimmy se retrouve dans cette position, c'est comme ça qu'il le voit, donc il y a un peu une vue subjective qui est perturbante pour le spectateur, mais logique dans la narration. Alors pourquoi est-ce que Lalo ne bute pas tout de suite Gus, alors que là il l'a en joue, les mains derrière la tête, tous ces hommes morts, il dit bon il y en a environ pour 12 ou 13 minutes avant que la cavalerie arrive, on va avoir le temps de faire une petite visite, parce qu'il dit il fait une vidéo pour donner l'adieu. Oui, à l'époque, à notre époque avec des smartphones et des connexions internet tout le temps, eh bien il lui aurait fait je sais pas un live où il l'aurait appelé en visioconférence. Là ça n'est pas possible, donc on utilise un caméscope. D'ailleurs, on voit partiellement l'action à travers ce caméscope, ce qui est plutôt cool. Et il y a certaines images justement qu'on verra d'un point de vue subjectif, comme si on était nous-mêmes le caméscope, comme si on regardait les bandes plus tard qui probablement ne seront jamais vues par personne, vous verrez pourquoi. Et on voit d'ailleurs que c'est en 4 tiers, donc toujours tout un tas de détails qui est respecté dans la série. Et alors, est-ce qu'on voit pas tellement le flingue dans le cadre de la caméra, alors que normalement
Ouais, c'est vrai qu'il est un petit peu excentré, mais sinon ça aurait presque fait une vue à la Doom-like. Nous, on a une vue subjective, alors c'est ça qui est assez amusant, on a une vue subjective dans les yeux de Lalo, Salamanca avec une autre, fenêtre de vision qui nous est offerte par l'écran LCD. Bref, il va un petit peu perdre du temps, il va savoir qu'il va sûrement se douter parce qu'il est pas bête, Lalo, que voilà, le temps est compté. D'ailleurs, il chronomètre quand même un petit peu, ses actions, mais il veut prouver à Don Eladio l'existence de ce labo de maître souterrain sous cette blanchisserie et il va demander voilà une petite visite. Alors au début, Gus veut pas s'exécuter, il va lui tirer une balle dans le torse. Bon, sachant qu'il a un gilet pare-balles, mais ça le quand même un petit peu. Ça va, même avec un gilet pare-balles, même si votre peau n'est pas, bah déjà vous allez avoir un bon bleu et potentiellement une déformation du gilet pare-balles qui peut vous faire saigner. Et dans tous les cas, ça va vous souffler. Bah, c'est ce qui va arriver à Gus, qui du coup va finir par s'exécuter. Et oui, juste avant, avant qu'il ouvre la machine pour faire découvrir le labo souterrain, on a quand même une petite réflexion de Lalo qui dit en gros, ouais, j'aurais bien aimé le faire souffrir, prendre mon temps, mais là, on va devoir faire vite. Donc, et on voit qu'il avait quand même un plan, cet homme. Parce que c'est notre projet. Peut-être en version, bah, j'allais dire en version moins macronisme, mais remarquez, le macronisme, c'est un petit peu ça. C'est du Lalo Salamanca appliqué à tout un pays. Je ferme ici la parenthèse politique. Allez sur mon autre chaîne Diamond Radio Libre pour ça. Donc voilà, ici typiquement les plans en 4 tiers filmés par le caméscope avec les petites bandes les petites bandes, l'effet dégradé justement, bah, que beaucoup de youtubeurs recherchent d'ailleurs, un effet VHS. Et en tout cas là, on voit tous les artefacts de compression ou je sais pas, la basse définition sur un écran HD, mais en tout cas c'est plutôt réussi. Et toujours avec une vue Doom-like FPS, plutôt cool. D'ailleurs avec, enfin pas Doom-like parce que dans les premiers Doom le flingue était centré, mais ils l'ont déporté généralement sur la droite, ici sur la gauche. Depuis, bah n'en voulons pas à Lalo parce qu'il est gaucher, c'est peut-être le moindre de ses défauts. C'est un défaut d'être gaucher? Je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires aussi. Alors je me disais que Gus jouait la montre parce qu'à un moment il dit attends tu peux pas me buter tout de suite, il faut que je dise à cet enfoiré de donner l'adieu ce que je pense de lui. Donc il fait un speech qui est plutôt cool effectivement, mais Lalo n'est pas fou, il chronomètre, il dit ok tu veux faire un speech avant de mourir, t'as 1 minute. Et on sait que Lalo c'est quand même un truc qu'il respecte, il laisse les gens s'exprimer tout leur sous avant de mourir, même il leur demande est-ce que c'est bon t'as terminé, maintenant je peux te buter. Il y a presque un remake de l'action avec Howard dans l'épisode 7 si vous faites attention, sauf que là l'issue sera légèrement différente et on va revenir dessus. Boom chaka interception, dites-moi si vous avez la ref. Il y a Gus qui va shooter la prise qui visiblement était l'actuelle unique source d'alimentation pour ce labo souterrain. Donc à partir de... Et il va se ruer sur un flingue qu'il a planqué dans le sous-sol. Alors je crois qu'on l'avait vu d'ailleurs plusieurs épisodes avant caché... Alors on savait... Je sais plus si on voyait que c'était un flingue, mais on le voyait cacher quelque chose effectivement dans ce sous-sol, en prévision peut-être d'une situation telle que celle-là. Et donc voilà, là c'est un gros éclat de lumière, mais juste après, la scène bascule complètement dans le noir et n'est plus éclairée que par l'échange de coups de feu intermittents voilà, qu'ils échangent justement. On voit que Gus vide son chargeur très très vite, un peu paniqué, et plus ou moins à l'aveugle du coup, mais bah c'est en quelques secondes la différence entre la vie et la mort. D'ailleurs on verra que quelques instants plus tard que son gilet pare-balles l'a bien aidé, mais on voit que Gus n'est pas très très serein à l'issue de cet échange de balles tant que la lumière n'est pas rallumée. Et justement, quand la lumière se rallume, plan très classe de Gus en contre-jour qui peut constater que son ennemi est bien au sol, agonisant, donc avec quand même le réflexe de mettre le pied sur le flingue au cas où, même s'il semble assez sévèrement touché, et tellement touché que en fait, il va juste avoir le temps, dans un dernier souffle, Lalo, d'éclater de rire. Bah, moi j'aime bien, voilà, c'est un méchant, un antagoniste trop emblématique pour le faire mourir aussi facilement je trouve, mais en tout cas on lui donne une fin cohérente, il éclate de rire en vomissant du sang juste avant de rendre l'âme, et c'est comme ça qu'il s'éteint. Bon, il se fait avoir peut-être un petit peu trop facilement, mais comme je vous le disais, si Gus n'avait pas eu son gilet pare-balles, probablement lui qui serait passé. Après il arrive à le toucher à la gorge, il n'y a pas d'écharpe pare-balles en Kevlar, je ne crois pas encore, mais ça c'est pareil, les amateurs me diront en commentaire si c'est le cas. Lina, je pense à toi. Malgré le gilet pare-balles, comme je vous le disais, on voit que Gus a un petit peu mangé. Oui, tout l'envers de son t-shirt semble ensanglanté, mais il a tout de même cette rigueur de travail qu'on lui connaît, hein, que ce soit du travail légal ou illégal, parce que vous savez qu'il a... Justement, moi, c'est ça que je trouve
assez intéressant dans son personnage, c'est en fait ma couverture, c'est pas juste une couverture, c'est je vais y dédier 50% de mon énergie, de mon temps, de mon travail. Et là, il va, alors qu'il est en train de se faire, alors pas recoudre parce que bon, il a pas non plus de plaie véritablement ouverte, mais alors qu'il est quand même en mauvaise posture. Et le mec, pendant qu'il se fait soigner, il va quand même passer un coup de fil à l'un de ses employés, de confiance, mais à l'un de ses civils employés, pas un homme de main, vraiment un mec qui bosse au fast-food, justement pour lui déléguer la gestion du restaurant pendant une semaine, invoquant une urgence familiale. Bref, oui, il va peut-être pas être frais et dispo pendant quelques jours. Effectivement, Gus Fring, et peut-être qu'il aura d'autres choses à régler. On le verra peut-être dans les prochains épisodes. Ça fait beaucoup de fois peut-être. Pardon pour la répétition. Détail qui m'a amusé, on va voir Gus qui va se faire engueuler par Mike, et pourtant un de ses employés. La prochaine fois que vous jouez les détectives, prévenez-moi, qui dit ouais, vous êtes content de comment ça s'est passé, moi je suis pas content. Enfin, le mec, il y a que lui qui peut parler comme ça, Gus. Hein. Bon, c'est vrai que c'est lui qui fait toute sa sécurité, et que bon, je pense que Gus a toute confiance en lui. Donc il lui passe certaines choses, eu égard à sa fonction et à son efficacité. Mais là où on comprend Mike aussi, c'est que 4 hommes sont morts par sa faute, qui aurait peut-être pu être évité, ou au moins en partie. Stopper Lalo sans aucun mort, ça aurait été compliqué. Là par contre, qu'il ait buté 4 personnes et amoché le boss, s'il n'avait pas fait suivi son intuition avec une poignée d'hommes, et qu'il était venu avec Mike, il y aurait peut-être eu moyen de négocier quelque chose d'autre. Après, Mike était occupé à délivrer Jimmy, donc ça aurait été compliqué. Justement, Lalo a profité de la désorganisation, de l'éparpillement des forces de Gus Fring. Comme il faut finir le boulot, il y a toujours Mike pour ça. Là encore, Mike qui va déployer ses talents de nettoyeur qu'on lui connaît à la fois dans cette série et bien sûr dans Breaking Bad. Et il va expliquer à Jimmy et Kim la version qu'ils devront tenir, étant donné que la police à un moment va suspecter quelque chose. Il y avait la voiture de Ward stationnée à côté de chez eux. C'est les derniers à l'avoir vu vivant. Et finalement, il va changer très peu de détails par rapport à la version que Kim et Jimmy ont déjà construite, en essayant de jeter l'opprobre sur lui, en essayant de le faire passer pour un cocaïnomane, pour un mec qui avait un comportement un petit peu excentrique depuis quelques temps. Et il va résumer ça d'une manière assez satisfaisante pour le spectateur, peut-être moins pour les personnages. Et donc il le résume par un cinglant « You keep telling the lies that you've been telling ». En gros, continuez à sortir vos mensonges à son sujet. Sauf que cette fois, la conséquence, c'est tout de même un décès, et non pas juste le déshonneur de ce pauvre Howard qui, comme on le disait avec Tony, dans cette saison en tout cas n'a rien fait de foncièrement méchant et a simplement subi l'action. Donc on a l'impression que Mike les juge un petit peu en loose day, même si voilà, d'une façon assez peu expressive, mais le peu qu'on sent émaner de lui, c'est quand même de la désapprobation. Et on verra qu'au moment d'enterrer les deux, alors j'imagine qu'il est pas triste pour Lalo, mais que ce mec Howard, ouais, c'était juste un civil et il n'avait pas à être impliqué, quoi. Lalo et Howard se retrouvent finalement, l'assassin et la victime côte à côte, enterrés dans le même trou, avec voilà les armes du crime. En tout cas, une arme du crime, je crois pas qu'il y en ait deux qui soient enterrés, en tout cas on en voit une seule dans le plan. Plan que, encore une fois, plutôt sympathiquement composé, avec une plongée du point de vue de Mike qui domine la situation. Et ce pauvre Howard, donc, qui a été délesté de ses chaussures, de son portefeuille et de son alliance, rapport à la scène introductive, en plus des clés de sa Jaguar qui vont servir à maquiller le tout en suicide, en tout cas à en faire un suicide plus crédible, et c'est ainsi que s'achève l'épisode. On a réussi à faire ça en moins de 19 minutes. Écoutez, c'est une performance que je ne peux reproduire qu'en étant en solo. Forcément, plus on est de protagonistes à faire les vidéos, plus on a de choses à dire. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, de vos théories, de vos remarques constructives, même si elles sont négatives d'ailleurs, dans les commentaires de cette vidéo, à la liker si vous l'aimez, à la partager, à vous abonner à mon autre chaîne Daimon les Chroniques de YouTube, la chaîne gaming pour du gaming. J'ai aussi un Twitch, et bien sûr, si vous voulez vraiment soutenir la chaîne, faites des dons. Cette chaîne en a besoin. Je vous dis ciao ciao, et on fera bientôt d'autres reviews, et puis aussi peut-être d'autres vidéos avec montage plus écrites, plus abouties, je l'espère, bientôt sur cette chaîne Daimon les Chroniques de YouTube. Je vous dis à très vite, ciao ciao, merci d'avoir suivi cette review.